Il existe une pierre, conservée depuis plus de 100 ans dans une vitrine à Londres, qui continue de troubler les ingénieurs modernes. Ce n'est pas une belle pierre, ce n'est ni une statue, ni un bijou. C'est un noyau cylindrique de granit, de la taille d'un avant-bras, extrait de l'intérieur d'un bloc massif par une mèche qui, selon l'explication la plus communément admise, était faite de cuivre. Le problème est simple à énoncer et difficile à résoudre. Le cuivre est un métal mou. Un métal si tendre que si vous tentiez de percer du granit avec aujourd'hui, l'outil s'userait avant la pierre. Et pourtant, voilà ce noyau, avec un sillon en spirale gravé sur sa surface, si régulier qu'il semble avoir été taillé par une machine tournant à vitesse constante. Nous ne parlons pas d'une légende, nous parlons d'un objet catalogué, étudié, photographié, conservé au musée Pitt Rivers à Londres et baptisé par les chercheurs tout simplement noyau numéro 7. Et ce n'est pas un cas isolé. À Assouan, dans le sud de l'Égypte, se trouve un obélisque de 1200 tonnes que les Égyptiens eux-mêmes ont abandonné en pleine extraction. Encore attaché à la roche-mère, il y a 3500 ans. Ce n'est pas une simple curiosité touristique, c'est, en pratique, un manuel d'instruction laissé à ciel ouvert, le seul endroit au monde où l'on peut voir, en même temps, chaque étape de la façon dont un bloc de granit était arraché à la terre. La question que nous allons examiner n'est pas de savoir si les Égyptiens taillaient le granit. C'est un fait, prouvé, documenté par des décennies d'archéologie sérieuse. La question est autre, plus dérangeante. Comment, exactement, avec quels outils et à quelle vitesse parvenait-il à le faire avec une précision qui continue de défier les tentatives modernes de reproduction? Pour comprendre pourquoi cela est étrange, il faut comprendre ce qu'est le granit. Le granit n'est pas comme le calcaire, la pierre la plus courante dans les constructions égyptiennes, y compris une bonne partie de la Grande Pyramide. Le calcaire est relativement tendre, sédimentaire, formé par des couches déposées au fil de millions d'années. Un ciseau de cuivre bien affûté coupe le calcaire sans grande difficulté. Le granit est une toute autre catégorie de matériaux. C'est une roche ignée, formée à l'intérieur de la croûte terrestre sous une pression et une température extrêmes, composée principalement de quartz et de feldspath, deux des minéraux les plus durs qui existent à la surface de la planète. Tailler du granit avec des outils de cuivre revient en pratique à essayer de sculpter de l'acier avec un couteau à beurre. Et pourtant, l'Égypte antique regorge de granit travaillé. Les sarcophages de la Grande Pyramide, les caisses du Sérapéum à Saqqara, chacune pesant plusieurs dizaines de tonnes, avec des parois internes polies selon des angles presque parfaits. Les obélisques d'Assouan, dont certains ont été transportés sur des centaines de kilomètres par le Nil. Et bien sûr, l'obélisque inachevé lui-même qui reste là où il a été abandonné. L'explication traditionnelle, enseignée depuis plus d'un siècle, est relativement simple. Les Égyptiens ne taillaient pas le granit comme on taille le bois. Ils l'usaient, coup après coup, à l'aide de boules de dolérite, une roche volcanique encore plus dure que le granit, projetée à répétition contre la surface jusqu'à réduire la pierre en poudre. Et il existe des preuves solides de cela. Sur le site même d'Assouan, on peut trouver des centaines de ces boules de dolérite, de la taille d'un poing fermé, éparpillées sur le sol de la carrière. Les archéologues identifient avec certitude les marques de percussion qu'elles laissent. Jusqu'ici, le mystère semble résolu. Le problème, c'est que cette explication, à elle seule, ne rend pas compte de tout ce que l'on trouve en Égypte, et c'est ici que l'histoire devient plus difficile à ignorer. Rendons-nous à l'obélisque inachevé d'Assouan. Il mesure plus de 42 mètres de long. S'il avait été terminé, il aurait été le plus grand obélisque jamais érigé par les Égyptiens, plus grand que n'importe lequel de ceux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Il fut commandé probablement sous le règne de la reine Hatshepsut, il y a environ 3500 ans. Les ouvriers ont commencé par dessiner le contour de la pièce directement sur la roche, à l'ocre. Certaines de ces marques d'orientation sont encore visibles aujourd'hui. Ensuite,
Ils ont creusé des tranchées profondes tout autour du bloc, en utilisant les boules de dolérite pour broyer la pierre, centimètre par centimètre, jusqu'à séparer l'obélisque de la roche environnante. Un travail d'une échelle monumentale, des milliers de coups, répétés par un nombre indéterminé d'ouvriers pendant des mois. Au milieu du processus, une grande fissure est apparue dans la partie supérieure de la pièce, une fêlure qui compromettait l'intégrité structurelle de tout le monument. Face à cela, les Égyptiens ont fait quelque chose qui révèle plus sur leur ingénierie que n'importe quel succès. Ils ont abandonné l'obélisque. Ils ont préféré perdre des mois de travail plutôt que de risquer d'ériger une pièce défectueuse, susceptible de se briser pendant le transport ou pire, une fois dressée. Cette décision, à elle seule, montre un niveau de contrôle qualité qui contredit l'image simpliste d'ouvriers frappant la pierre sans discernement. Mais le détail le plus intrigant d'Assouan n'est pas l'obélisque lui-même. Ce sont les marques qui l'entourent, des sillons en forme de coquille creusés dans la roche brute, avec une régularité qui intrigue même les chercheurs qui rejettent toute théorie alternative. Ces sillons ne laissent pas, autour d'eux, le volume de poussière et de fragments que l'on attendrait d'un simple broyage par percussion. Tout se passe comme si la matière avait été retirée, et non pas simplement brisée, une différence subtile, mais qui suscite encore un débat technique sur l'étape exacte du processus que représentent ces sillons particuliers. L'explication de la percussion à la dolérite fonctionne bien pour dégrossir un bloc de granit, pour le détacher de la roche-mère. Mais elle n'explique pas tout, et le cas le plus difficile à expliquer ne se trouve pas à Assouan. Il se trouve à Londres, à l'intérieur du musée Pitt Rivers. À la fin du XIXe siècle, l'égyptologue britannique Flinders Petrie a recueilli, parmi les décombres de chantiers égyptiens, une collection de noyaux de forage, des morceaux cylindriques de pierre qui restent lorsqu'une mèche tubulaire perce un bloc plus grand, de la même manière qu'un tire-bouchon laisse un cylindre de liège. La plupart de ces noyaux correspondent parfaitement à l'explication standard, un tube de cuivre, tourné manuellement à l'aide d'un archet, alimenté par du sable de quartz comme abrasif. C'est lent, c'est laborieux, mais cela fonctionne, et il existe des répliques modernes, réalisées par des chercheurs comme Dennis Stokes dans les années 90, qui prouvent que la méthode est physiquement viable pour la plupart des pièces retrouvées. Le problème se situe dans un noyau spécifique, catalogué sous le numéro 7. Petrie y a observé un sillon en spirale extrêmement régulier, progressant à un rythme qu'il a estimé à environ 2,5 mm par rotation de la mèche, une profondeur de coupe bien supérieure à ce que la pression manuelle produit habituellement. De plus, la surface du noyau ne présente pas la finition mate et irrégulière que l'on attend d'une coupe par abrasion au sable libre. Elle est polie, presque lisse au toucher, comme si elle avait été produite par un processus plus contrôlé qu'un simple frottement. Il est important de dire, avec honnêteté, ce que la science sait et ce qu'elle ne sait pas encore. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il a bel et bien existé, dans l'Égypte antique, des mèches tubulaires en cuivre et qu'elles ont été utilisées, avec du sable comme abrasif, pour percer le granit, la diorite et d'autres pierres dures. Cela est prouvé par des dizaines de noyaux catalogués et par des expériences de reproduction réussies. Ce qui ne fait pas encore consensus, c'est ce noyau spécifique et quelques rares autres exemples semblables, leurs motifs de coupe et leur finition n'ont pas, à ce jour, été reproduits de manière totalement satisfaisante en utilisant uniquement du cuivre et du sable libre. Certains chercheurs soutiennent que la différence pourrait s'expliquer par des variations dans la pression appliquée par l'opérateur, par un abrasif plus fin ou par un type de fixation du tube différent. Une autre hypothèse est que les Égyptiens auraient utilisé, dans des situations spécifiques, un abrasif plus dur que le sable ordinaire, comme des particules de corindon, un minéral presque aussi dur que le diamant, que l'on trouve naturellement dans certaines régions proches de l'Égypte. Aucune de ces explications, cependant, n'a été confirmée de manière définitive pour le cas du noyau 7. Face à cette lacune,
Plusieurs hypothèses circulent parmi les chercheurs et les ingénieurs intéressés par le sujet. L'hypothèse la plus prudente est qu'il s'agirait, tout simplement, d'une variation à l'intérieur même du processus manuel, un ouvrier particulièrement habile, un lot de sable plus fin, une pression plus constante que la normale. Dans cette lecture, le noyau 7 ne serait pas une anomalie technologique, mais un exemple exceptionnel de savoir-faire humain, le genre de pièce qui apparaît lorsqu'un artisan, au fil de décennies de pratique, affine une technique jusqu'à ses limites. Une deuxième hypothèse, un peu plus audacieuse, suggère que les Égyptiens auraient pu combiner différents abrasifs, peut-être en utilisant des pointes durcies plutôt que du sable libre, ce qui produirait des coupes plus profondes et plus régulières par rotation. Cette possibilité n'a pas encore été confirmée archéologiquement, mais elle n'est pas totalement écartée par les chercheurs qui étudient la technologie lithique ancienne. L'hypothèse la plus intrigante et aussi la plus spéculative est avancée par certains ingénieurs qui ont testé des répliques du processus et n'ont réussi à reproduire ni la vitesse ni la finition du noyau original en utilisant uniquement des outils de cuivre. Pour ces chercheurs, la pièce suggère un niveau de contrôle mécanique, pression constante, rotation uniforme, plus proche d'un mécanisme que d'une main humaine fatiguée tenant un archet de perçage. Cette hypothèse ne prouve pas que les Égyptiens possédaient une technologie perdue et sophistiquée. Elle soulève simplement une question légitime sur un processus qui, pour cet objet précis, n'a pas encore été totalement reconstitué en laboratoire. Il est important de préciser clairement, aucun de ces scénarios n'implique une technologie extraterrestre, des civilisations perdues ou quoi que ce soit qui échapperait à la capacité humaine. Le véritable débat entre archéologues, géologues et ingénieurs est bien plus restreint et bien plus intéressant que cela. Quelle était exactement la technique, les matériaux et le degré de contrôle mécanique dont disposaient les artisans égyptiens il y a plus de 4000 ans? Et pourquoi, pour une petite partie de ces pièces, nous ne parvenons toujours pas à reproduire le résultat avec une fidélité totale? Il y a un détail qui passe inaperçu même pour ceux qui ont déjà visité Assouan ou déjà vu des photos du noyau de pétri des centaines de fois. Revenons à l'image de l'obélisque inachevé. Autour de lui, outre les marques de percussion laissées par les boules de dolérite, on trouve également des entailles en forme de coins creusés dans la roche sous-jacente. Ces marques suggèrent que les Égyptiens ne dépendaient pas d'une seule méthode. Ils combinaient la force brute de la percussion avec une technique plus subtile, enfoncer des coins de bois dans ces fentes, les mouiller avec de l'eau et laisser l'expansion naturelle du bois en absorbant l'humidité, faire le travail de fendre la pierre selon un plan voulu. Autrement dit, le même peuple qui frappait le granit à coups de pierre de dolérite comprenait également des principes physiques suffisamment délicats pour utiliser l'expansion du bois mouillé comme outil de précision. C'est cette combinaison, la force brute guidée par une connaissance technique raffinée, qui réapparaît, de façon encore plus évidente, dans le noyau de forage de pétri. Et c'est exactement ce même schéma, des solutions apparemment simples, cachant une maîtrise technique bien plus grande qu'on ne l'imagine au premier abord, qui réapparaît dans un autre mystère de l'Égypte antique. Des constructions qui semblent n'être que des blocs empilés, mais qui dissimulent des problèmes d'ingénierie que les égyptologues eux-mêmes débattent encore aujourd'hui. Le même fil narratif qui traverse un autre site déjà exploré sur cette chaîne, celui des chambres souterraines creusées par des civilisations anciennes à travers le monde, où la même question se répète. Que savons-nous en réalité des limites de l'ingénierie antique? En fin de compte, ce que révèle ce cas n'est pas une réponse spectaculaire, mais quelque chose de plus précieux, une limite réelle de nos connaissances. Nous savons, avec certitude, que les Égyptiens travaillaient le granit depuis plus de 4000 ans, utilisant des boules de dolérite pour dégrossir, des coins de bois pour fendre avec précision et des tubes de cuivre avec du sable abrasif pour percer la majorité des pièces qui nous sont parvenues. Ce n'est pas une hypothèse. C'est un fait bien établi, reproduit en laboratoire, documenté par des décennies de fouilles. Ce que nous ne savons pas encore,
avec la même certitude, c'est comment expliquer chaque détail de pièces exceptionnelles comme le noyau 7 de Petrie, son taux de coupe, sa finition, le degré de contrôle qu'il suggère. Et c'est justement cette lacune, honnête et reconnue par les chercheurs eux-mêmes, qui rend l'Égypte antique plus fascinante que ne pourrait le faire n'importe quelle réponse définitive. Peut-être l'explication se trouve-t-elle dans un détail encore non identifié concernant les abrasifs utilisés. Peut-être se trouve-t-elle dans le savoir-faire extraordinaire d'un artisan précis dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Ce qui est certain, c'est que cette question reste ouverte, et tant qu'elle le restera, le granit d'Assouan continuera d'être l'un des rares endroits au monde où l'on peut toucher, de ses propres mains, un problème d'ingénierie que l'archéologie moderne n'a pas encore entièrement résolu. Et cette même question, que savons-nous exactement des limites de l'ingénierie égyptienne, nous mène directement à une autre énigme, peut-être plus grande encore, qui se trouve à quelques kilomètres de là, sur le plateau de Gizeh. Qui exactement a sculpté le grand sphinx et pourquoi la datation de ce monument reste-t-elle l'un des débats les plus tendus de l'égyptologie moderne? C'est cette histoire que nous allons explorer dans la prochaine vidéo.